Donc Céline, je te laisse présenter la société Man Machine. Très bien. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Donc je ne vais pas beaucoup intervenir dans cette webinaire qui est spécifiquement dédié au corps d'état technique et à la collaboration au niveau des BE. Donc je reprends juste pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui étaient là, ils la reverront, mais ça sera très très court. La présentation de notre entreprise, qui est l'entreprise Man Machine, qui est une filiale française d'un groupe Man Machine qui est situé en Allemagne, dont le siège est à Munich. Donc on est un groupe allemand qui a été créé en 84. On est à peu près 800 personnes avec plusieurs implantations, notamment en Europe et dans le monde. On a comme partenariat bien sûr la revente et l'intégration des éditions de logiciels, CAO notamment, BIM beaucoup. Et donc aujourd'hui c'est un grand axe qui fait la présence du groupe en France et en Europe. Et puis donc aujourd'hui voilà, c'est juste pour l'exemple, enfin pour information, on a un revenu de 140 millions d'euros en 2014. Voilà. On est partenaire Autodesk, donc on a le plus haut partenariat, je dirais, avec Autodesk au niveau du groupe. On est le premier partenaire en Europe. On a le label Platinum, donc ce qui nous permet d'avoir un partenariat privilégié avec l'éditeur Autodesk et toutes les spécialisations et accréditations métiers nécessaires à la revente des logiciels Autodesk, mais aussi à la prestation de services autour de ces logiciels-là. Donc on est également éditeur de logiciels compatibles avec les solutions Autodesk, que ce soit Revit, AutoCAD et autres solutions, je dirais SIG. Et voilà, donc on a des certifications bien sûr autour des solutions Autodesk qui sont liées au consulting, au support technique, et bien sûr nous sommes centre de formation agréé Autodesk, donc avec la possibilité bien sûr d'avoir des certificats édités ou délivrés par l'éditeur suite aux formations que vous pourrez avoir chez nous. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas sur le sujet, sans trop rentrer dans le détail. Donc je t'en donne la main, Anthony, et puis je te laisse continuer. Voilà, donc on va revenir un peu sur les terminologies employées autour du BIM. Donc le BIM, de l'anglais Building Information Modeling, ou bâtiment et information modélisée. Donc c'est un processus basé sur l'élaboration d'une maquette numérique. Donc une maquette numérique, c'est un modèle 3D du bâtiment et de tous les composants associés. Ces modèles 3D sont créés en vue de les partager bien sûr avec tous les intervenants sur le projet. Donc un tel processus va permettre d'optimiser la collaboration et la production, donc optimiser les flux d'informations. Donc ça va permettre de construire mieux et plus rapidement. On entend souvent le terme MEP. Donc il faut savoir que le terme MEP, c'est un acronyme donc, de l'anglais, encore une fois, Mechanical Electrical Plumbing. Donc ça va désigner tout ce qui est pour la partie mécanique, donc mécanique, toute la partie génie climatique, donc CVC, désenfumage, etc. La partie électrique et tout ce qui est réseau de plomberie, donc protection incendie, sanitaire, etc. Donc il faut savoir que quand on parle d'une maquette MEP, on parle d'une maquette qui contient des réseaux techniques par discipline. Donc MEP, toutes les disciplines qui concernent les réseaux techniques. On va entendre aussi souvent le terme de workflow. Donc un workflow, c'est un flux de travail. On parle aussi de flux opérationnel. C'est un processus qui est mis en place dans les sociétés pour permettre de mieux gérer les échanges de données, la gestion de la production, donc des tâches à effectuer. Ça va permettre un suivi et d'identifier chaque acteur en précisant leur rôle et la manière de les remplir au mieux. Donc durant cette session, on va voir un petit peu les workflows qu'on peut mettre en place au sein de votre société, de votre bureau d'études. Donc on entend souvent le logiciel Revit, donc il a l'avantage d'être un logiciel de modélisation 3D pluridisciplinaire, donc il va couvrir l'ensemble des lots, c'est-à-dire architecture, structure, génie climatique, électrique, plomberie, donc tout ce qui est réseau technique. Il y a aussi le logiciel Navisworks, donc qui est un logiciel de revue de projet et de coordination.
Il est doté de fonctions très efficaces pour un process BIM, puisqu'on va avoir par exemple la fameuse détection automatique de clash. On peut avoir aussi la gestion du temps associée donc on va pouvoir associer un planning aux éléments 3D du projet, donc on va pouvoir faire des animations de chantier, etc. Donc très utile. Et qui vient en complément de Revit, puisqu'il permet une lecture beaucoup plus fluide du modèle 3D. On voit la taille de la maquette réduite à hauteur de 80%. Donc une maquette plus fluide dans la lecture. Et en dernier lieu, Autodesk Design Review, donc du coup un logiciel de visualisation d'annotation. Donc c'est un format DWF. Donc comme le PDF, il propose toutes les fonctions du PDF, sauf qu'en plus on va pouvoir par exemple créer des coupes dynamiques, récupérer les propriétés de tous les éléments qui ont été modélisés dans Revit. Donc là on est sur de la 2D. Navisworks c'est de la 3D et Autodesk Design Review c'est 2D et 3D aussi. Mais on va pouvoir récupérer les propriétés de Revit et là il a l'avantage d'être gratuit. Donc ça peut être très intéressant pour les acteurs de la société qui n'ont pas forcément besoin de s'équiper d'une licence Revit. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur les termes qui viennent d'être abordés? Vous pouvez poser vos questions par le chat. Questions. Je vous laisse le temps d'écrire peut-être. Pas de questions. Donc, les niveaux de collaboration BIM. Ouais, il n'y a pas de questions, je pense. Les niveaux de collaboration BIM, donc il y a plusieurs manières d'aborder un projet en BIM. Donc il y a plusieurs strates de collaboration. Donc le niveau 0, c'est le processus de collaboration classique. On parle de pré-BIM ou de production isolée, puisque tous les intervenants au projet produisent chacun de leur côté leur plan. Donc là, on a uniquement des dessins en format papier, CAO, non gérés, non structurés, puisqu'il y a une absence totale de normes. Donc les unités du projet, les noms, les couleurs de calque ne sont absolument pas harmonisées. Tous ces facteurs rendent la collaboration très difficile et les flux de travail ne sont pas du tout harmonisés. Donc là, on est vraiment aux prémices, on ne peut même pas, enfin, ce n'est même pas du BIM pour l'instant. Ensuite, on va avoir le niveau 1. Le niveau 1, on parle de BIM en isolation ou l'Only BIM. Donc dans cette configuration, il n'y a toujours pas de véritable collaboration à proprement parler, puisque chaque intervenant du projet publie et met à jour ses données individuellement. Donc il n'y a pas d'échange de maquettes, on ne va pas combiner les maquettes en vue d'extraire les données. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas une structure au niveau des données, puisque les données sont structurées, elles répondent à une norme. Cette norme régit notamment la numérotation des plans, la géolocalisation, la présentation, le système d'approbation, diffusion des plans, etc. Donc la différence là entre le niveau 0 et le niveau 1 du BIM se situe plus sur les méthodes d'échange que sur l'aspect 2D ou 3D des supports. Puisque là on va avoir un partage électronique, on va pouvoir diffuser des données entre les différents acteurs via un serveur informatique hébergé ou bien un environnement de type cloud, par exemple Autodesk A360. On va pouvoir gérer tous les dépôts de tous les intervenants avec un suivi. Ensuite, le niveau de collaboration, c'est vraiment à partir de ce niveau que la collaboration BIM commence à prendre un sens. Chacun produit une maquette numérique 3D indépendamment. Donc les bureaux d'études architecture, les bureaux d'études structure et les bureaux d'études réseau technique vont fournir chacun leur maquette avec leur valeur ajoutée uniquement, donc tous les composants 3D propres à chaque lot de construction. Ces maquettes contiennent également les données non graphiques, incluant par exemple les nomenclatures, les rapports, des schémas, des informations, notamment pour la maintenance, l'installation des équipements, la maintenance, etc. Donc c'est vraiment à partir de ce niveau 2 qu'on va voir apparaître des échanges d'informations via les maquettes numériques. Donc ce n'est plus isolé, elles restent indépendantes, mais on va pouvoir les combiner pour pouvoir en tirer les informations nécessaires. Donc on va avoir deux formats, on parle de closed BIM, donc le BIM fermé, lorsque la maquette émise est au format propriétaire, c'est-à-dire qu'un éditeur de logiciel, par exemple comme Revit,
si on exporte la maquette, on ne pourra pas la lire dans un autre logiciel, bien évidemment. Donc il faut à ce moment-là l'exporter dans un format standardisé, donc le format IFC. Et là on parlerait d'OpenBIM, puisque tous les outils BIM à l'heure actuelle permettent d'ouvrir ces maquettes au format IFC. Pardon. Donc ces échanges de maquettes vont permettre de coordonner, de combiner tous les modèles en un seul modèle unique. Donc c'est avec ce modèle unique que seront effectuées les détections de clash, par exemple, la coordination 3D des éléments. On peut aussi parler de, à ce niveau-là, on peut envisager faire du 4D, donc la quatrième dimension, c'est-à-dire intégrer la dimension temps. Donc on pourra pouvoir associer chaque géométrie, chaque composant 3D à une date, donc à un planning. Donc on va pouvoir gérer les délais de chaque étape de construction. Mais il permet aussi d'aborder la partie 5D, donc la dimension coût, donc pour les chiffrages, etc. Là, pour le chiffrage, on parle du BIM 5D. Donc là, à ce niveau-là, on retrouve également un environnement commun de données pour le stockage et les échanges des fichiers, des plans, des maquettes numériques. Le niveau 3 de collaboration BIM, donc, c'est le troisième et le dernier du coup. Il se caractérise par le stockage et le partage d'une seule et même maquette numérique contenant l'intégralité des informations du bâtiment. Donc, tout le long du projet, chaque intervenant va venir alimenter ce modèle 3D à travers un réseau d'une même entreprise, comme par exemple dans un bureau d'études tout corps d'État, où chaque collaborateur va venir modéliser par exemple la partie CVC, la partie plomberie sanitaire, réseau électrique. Mais cela peut se faire également entre différentes entreprises via un serveur ou des plateformes spécifiques qui à l'heure actuelle ne sont pas vraiment encore développées, mais qui verront le jour très prochainement, je pense. Donc encore un environnement commun des données dans lequel on va pouvoir avoir accès à un panel d'outils très avancé, donc comme une messagerie dédiée intégralement au projet, des détections de clash en direct. Il faut savoir qu'aujourd'hui ce BIM niveau 3 n'est pas encore disponible dans le cadre d'une collaboration entre entreprises. On va voir qu'on peut pratiquer ce niveau de collaboration BIM au sein d'une entreprise, donc en interne, mais en externe, c'est pas encore vraiment mis en place. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur les niveaux de collaboration BIM? Non, pas de questions. Message. Bon, pas de questions. Donc les concepts de micro et macro BIM. Donc on parle de micro BIM quand la collaboration est interne à l'entreprise, interne à votre entreprise. C'est-à-dire qu'on va partager le projet entre tous les collaborateurs. Donc comme on a pu le voir, ça relève du niveau 3 de collaboration, puisque l'on va mettre en place un fichier central, donc un projet central, depuis lequel tous les collaborateurs vont pouvoir se connecter et modéliser en simultané leur valeur ajoutée. Donc là on parle d'une collaboration synchrone. Pour ce faire, donc pour mettre un fichier en mode partagé, nous devons mettre en place des sous-projets, donc des jeux de travail, qui vont permettre de classifier les éléments au-delà de leur catégorie. Donc on va pouvoir notamment mettre en place une organisation par utilisateur, donc en nommant, on va pouvoir suivre la production de chaque projeteur par exemple. On va pouvoir mettre aussi en place une organisation par discipline, donc si vous êtes un bureau d'études de tout corps d'état technique, donc mettre en place une arborescence suivant la discipline, donc CVC, plumage, plomberie, électricité. Ou si vous êtes un bureau d'études spécialisé, on va pouvoir découper le projet par sous-discipline.
Donc la CVC donc, la découper en deux catégories, aérolique, hydraulique, pour l'électricité, courant faible, courant fort, etc. Donc ça va avoir un intérêt lorsque la maquette prend une dimension, enfin, quand le projet grandit, ça peut alourdir la maquette et on va pouvoir très facilement découper en plusieurs fichiers, plusieurs projets, la maquette. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une maquette par sous-discipline si vraiment le projet prend des proportions assez grandes. Le macro-BIM, maintenant là on parle de collaboration, non plus en interne, mais avec des partenaires extérieurs. Donc là on va plus trop se trouver à l'heure actuelle dans un niveau 2 de collaboration, puisque ça va être une collaboration qui est asynchrone avec les autres constructions. Donc chacun modélise de son côté et vont déposer de façon séquencée leur valeur ajoutée, donc leur maquette sur un serveur BIM. Donc tout ça, ah oui, et réceptionner en retour les maquettes des partenaires, c'est d'où l'intérêt, parce qu'on ne peut pas modéliser dans le vide. Donc là par exemple le bureau d'architecte mettra à disposition sa maquette d'architecture sur le serveur BIM. Du coup on pourrait récupérer sa maquette et modéliser dans l'espace correctement tous les réseaux techniques. Donc tous ces échanges sont suivis et validés par le biais d'un processus BIM mis en place par le BIM Manager. Donc on parle de plan de référencement en BIM ou de notice méthodologique, donc tout un panel de normes à suivre, à respecter dans votre maquette. Ça, on va le détailler un petit peu plus dans une partie suivante. Est-ce que vous avez des questions sur les concepts de micro et macro BIM? Je pense que tu as une question, Anthony. Il faudrait que tu regardes au niveau des questions. Là, je ne vois pas. Quelle traçabilité? D'accord. Quelle traçabilité pour une collaboration niveau 3? Comment gérer les responsabilités juridiques? C'est vrai qu'à ce niveau-là, on va avoir un problème au niveau des responsabilités. Qui modifie quoi? Parce que c'est vrai que si on a un modèle unique, les projeteurs, par exemple, en génie climatique, vont avoir accès à la modification, enfin, aux éléments d'architecture, par exemple, aux deux structures, et pourront modifier par inadvertance ou pour leurs besoins. Donc là, c'est vrai que ça pose un vrai problème au niveau des assurances à mettre en place, les contrats, etc. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas parler d'un niveau 3 de collaboration BIM entre partenaires extérieurs. On peut vraiment le mettre en place au sein de la société, enfin de votre bureau d'études, mais c'est encore compliqué quant à le mettre en place sur des projets en collaboration avec des entreprises externes. Juste si je peux rebondir aussi sur ça, je peux? Oui. Oui, je peux. Juste pour rebondir aussi sur ça, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, en fait, on est concentré sur la solution et justement ce travail de manière synchronisée plusieurs. On peut imaginer que si demain, ce qui est fort probable, qu'on puisse le faire sur cette solution en étant plusieurs intervenants, je dirais, distants et à travailler en même temps. Il faut savoir qu'il va y avoir des outils, enfin il existe déjà des outils qui permettent juste une traçabilité. Maintenant, le côté juridique, et là où je rejoins Anthony, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait encore qu'on aille un cran plus loin pour s'assurer que personne ne touche à la maquette de l'autre, etc., etc. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore une visibilité très précise sur ça, ce qui est un petit peu plus garanti avec le BIM niveau 2. Voilà, aujourd'hui, puisque chacun a entre les mains sa propre maquette, de ses propres, je dirais, c'est les propres entités qu'il manipule. Voilà, et j'arrête là. Tout à fait. Et je crois qu'il n'y en a plus. Ok, donc on va aborder donc justement le concept de micro-BIM, donc on va approfondir un petit peu plus donc au niveau de la collaboration interne au sein de votre bureau d'études. Donc, il peut y avoir plusieurs types de workflows donc, du coup, à mettre en place pour une collaboration interne sur un projet BIM. Donc nous, on va développer, enfin, je vais développer le workflow de validation technique qui va permettre aux équipes de modélisation, aux ingénieurs spécialisés, aux chefs de projet éventuellement de communiquer, d'échanger sur la production. Et
un autre type de workflow là, qui est la coordination du modèle, donc à savoir des revues de projet ou des séances de synthèse interne, donc de pré-synthèse. Donc le premier type de workflow de validation, on commence par la modélisation bien sûr des éléments 3D dans la maquette, donc au sein du logiciel Revit, avec justement les sous-projets que l'on établit donc au préalable, donc on prépare l'organisation par sous-projet. Donc on va pouvoir repérer les éléments par couleur. Donc là on voit que sur l'exemple, par exemple tous les éléments de CVC sont en vert, électricité en rouge, etc. On peut vraiment classifier, c'est assez flexible, on peut vraiment classifier les éléments selon chaque projet, parce que chaque projet est différent. On va pouvoir gérer à ce niveau-là l'organisation des sous-projets. Donc dans Revit, une fois que la production est établie, on va pouvoir préparer les vues spécifiquement dédiées aux ingénieurs, aux chefs de projet, donc dans un style visuel demandé particulier. Donc on peut créer pour chaque niveau plusieurs vues, donc des dizaines de vues, même si le besoin est établi. Donc l'ingénieur demande une certaine visibilité des éléments pour pouvoir éventuellement apporter des modifications. Donc on va préparer ces vues dans Revit. Ces vues vont être exportées depuis Revit, donc comme on l'a vu tout à l'heure au format DWF, donc qui sera lisible par le logiciel Design Review, qui est gratuit, je le rappelle. Donc ça va permettre vraiment aux partenaires, toujours internes, mais, de visualiser la production des projeteurs sans être équipé du logiciel Revit qui est assez lourd et qui est donc là Design Review c'est assez intuitif. On va pouvoir récupérer toutes les propriétés des éléments. Donc, par exemple, si on a dessiné une gaine, qu'on a renseigné un débit sur une bouche, on va pouvoir avoir tous les éléments donc, liés à la vitesse, aux pertes de charge, etc. Donc ça, c'est un outil assez efficace en ce sens. On va pouvoir aussi paramétrer les jeux d'export. Donc, si on a régulièrement des listes de plans spécifiques à exporter, on peut paramétrer des carnets de plans, enfin enregistrer des carnets de plans pour avoir, pour optimiser l'export des plans. Donc, une fois dans le logiciel Design Review, comme on l'a dit, on peut visualiser les éléments graphiques, mais aussi non graphiques, donc les propriétés. Une fois qu'on peut cliquer sur les éléments, tout comme dans Revit, et avoir accès notamment au flux, aux élévations, à rases inférieures, etc. Au type de système aussi, si c'est un système de soufflage, d'extraction. Donc l'ingénieur va vraiment pouvoir analyser sans avoir à demander des informations complémentaires ou sans avoir à étiqueter au préalable chaque vue, ce qui fait gagner un temps assez considérable aux ingénieurs. Donc du coup ils vont pouvoir annoter aussi, parce que c'est un logiciel de visualisation mais aussi d'annotation. Ils vont pouvoir travailler le modèle, c'est-à-dire que c'est pas une 3D figée qu'on exporte, c'est pas une image, c'est vraiment dynamique. Donc on va pouvoir modifier, là par exemple j'avais déplacé la toiture pour pouvoir voir les réseaux en faux plafond. On peut vraiment jouer avec le modèle et ça c'est assez pratique pour avoir un visu. On peut faire des coupes pour avoir un visu sur des parties spécifiques. Donc l'intérêt là pour les ingénieurs, je pense, c'est la possibilité d'analyser, donc on l'a vu, et d'annoter les plans. Donc c'est assez intuitif, c'est avec un panel d'outils assez simple, assez simplifié. On va pouvoir apporter des annotations sur les plans dédiées à chaque projeteur. On peut adresser chaque commentaire à un projeteur en particulier ou à un lot en particulier. Et il va y avoir un suivi de chaque commentaire. Donc les projeteurs pourront en retour notifier s'ils ont traité le problème ou renvoyer un commentaire en retour. Donc de retour dans Revit, justement, les ingénieurs auront annoté les plans DWF, les auront indicés, donc enregistrés, indicés. On va pouvoir intégrer dans Revit en fond de plan directement simplement les annotations apportées par les ingénieurs. Donc ça va optimiser la production aussi, puisque si les éléments sont en fond de plan, on n'a pas besoin de basculer sur un autre écran, de prendre les minutes papier par exemple, les déplier sur le bureau. Là c'est vraiment quelque chose qui est on clique dessus et on voit automatiquement les commentaires des ingénieurs et on va pouvoir traiter directement dans Revit les modifications apportées.
donc toujours avec l'historique et le statut des commentaires. Ça c'est assez pratique, je trouve que ça permet d'échanger à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier workflow de validation technique, que ce soit sur Design Review ou dans Revit directement? Traçabilité. Je vous laisse peut-être le temps d'écrire. Non, pas de questions. Si. Alors, comment fonctionne Design Review au niveau de la comparaison des deux fichiers? Au niveau de la comparaison des deux fichiers. En fait, il n'y a pas de comparaison, ça va être deux fichiers distincts. C'est d'où l'intérêt justement d'enregistrer chaque fichier et de les indicer directement dans le nom du fichier du carnet de plan exporté donc, le format des WF. Il faut vraiment apporter, s'organiser après un premier aller-retour. Comment fonctionne la comparaison de deux fichiers? Donc c'est vraiment dans l'indissage du nom, en fait en fonction du nom du DWF, donc exporté, Revit va automatiquement repérer les annotations supplémentaires qui ont été apportées, et donc il va pouvoir intégrer simplement les valeurs ajoutées de l'ingénieur. Mais il faut quand même mettre en place un système d'indissage sur le nom des fichiers, donc sur le nom des carnets de plans exportés. On peut comparer son premier. Ah oui, il y a aussi un outil de comparaison interne à Design Review pour voir les deltas entre les deux fichiers. DXF. Ouais, là c'est WF. Mais... Okay. Tu vas peut-être réagir, Siem, sur ce point. Siem? Non. On l'a perdu. Donc voilà, indicer les... Oui, bah non, enfin, je pense qu'on peut voir la valeur ajoutée, c'est ce que tu vas, c'est ce que tu, oui, c'est ce que tu as dit en fait. Hein. C'est qu'on peut voir la valeur ajoutée. Et après, aujourd'hui, je dirais la méthodologie mise en place avec Design Review, c'est vraiment essentiellement pour la consultation et la notation, et surtout, c'est surtout pour envoyer les informations à ceux qui sont en train de modéliser et pour qu'ils puissent vraiment, on garde une traçabilité des remarques qui ont été faites sur le modèle, quoi. Que ce soit sur la base du plan ou sur la base de vue 3D. Donc, de toute façon, ça ne dispense pas de contrôle, de discussion ou de réunion autour de la maquette. Ça, c'est clair. Bien sûr, oui. Surtout autour de la solution de Design Review. Aujourd'hui, je pense, voilà, est en place et de toute façon va évoluer d'ici quelques temps. Voilà. Donc maintenant, là, on a vu le workflow de validation technique. Pour ce qui est du workflow de coordination du modèle, donc toujours, donc la première étape, bien sûr, c'est de modéliser dans Revit les réseaux techniques. On va pouvoir exporter la maquette MEP depuis Revit, donc directement au format NWC, donc format Navisworks, en vue d'assembler aux autres maquettes, donc des partenaires architecture et structure. Donc on va pouvoir au sein de ce logiciel effectuer des détections de clash automatiques. Donc avec la possibilité de sélectionner les éléments concernés, puisque si on peut très bien lancer une détection totale de tous les conflits de la maquette, mais on aurait un nombre inconsidérable de rentrées. Donc il faut vraiment sélectionner les éléments que l'on veut rapprocher pour la détection de clash. Donc on sélectionne les éléments, ça le calcule automatiquement,
Et on a là par exemple j'ai pris le cas de Gain qui rentrerait en conflit avec les canalisations et j'avais un résultat de 15 conflits. Donc on va pouvoir accéder au résultat, donc une liste de conflits avec une position automatique sur la scène. Là encore une fois on peut apporter des commentaires, affecter chaque conflit à une personne en particulier, apporter des remarques, etc. Enregistrer les points de vue. On va pouvoir générer et éditer donc un rapport dans différents formats, donc avec tous les commentaires apportés à la maquette. Donc là l'avantage c'est que ça reprend l'idée, donc l'identification de l'élément dans Revit. Dans Revit en fait chaque élément 3D a un identifiant bien particulier, donc une fois dans Revit on pourrait rentrer l'identifiant concerné par le conflit et traiter directement le conflit à partir de ce niveau-là. Donc, Navisworks, on peut également, comme Design Review, créer et annoter des points de vue enregistrés, ajouter des commentaires et éditer le rapport, par exemple, dans le cadre d'une revue de projet, par exemple. Donc on va pouvoir éditer un rapport de tout ce qui s'est dit durant la revue de projet entre les chefs de projet, les représentants modulaires, etc. Est-ce que vous avez des questions sur la partie coordination? Quelle traçabilité? Ah. Comment partage-t-on la maquette Navisworks? C'est-à-dire, en fait, je ne sais pas si vous voulez parler d'un partage entre partenaires pour informer les modeleurs en cas de conflit détecté. Justement, en fait, c'est par l'édition du rapport. On va pouvoir pointer les éléments qui sont en conflit avec d'autres éléments et le notifier aux projeteurs concernés, du coup, pour qu'ils puissent traiter dans Revit directement. Donc le partage de maquette, ça peut se faire aussi, parce que depuis Revit, on exporte au format NWC, donc il va faire le lien direct avec la maquette Revit. On peut synchroniser et voir les modifications apportées dans la maquette au sein de Revit, et directement voir la répercussion dans Navisworks. Mais on peut aussi exporter un format NWD, donc là qui contiendrait tous les éléments de la maquette figés, et ça c'est un fichier qu'on peut envoyer à des partenaires qui pourront l'ouvrir de leur côté sans avoir le fichier Revit associé. Uniquement par des rapports, pas de synchronisation possible dans un fichier Navisworks hébergé ou autre. Le NWD, oui, il peut contenir des points de vue enregistrés avec les annotations associées du coup. Donc chaque point de vue, on peut prendre une photo de la scène en fait. On peut prendre une photo de chaque scène et garder justement toutes les annotations apportées pendant la revue de projet. D'où l'intérêt d'un tel format. Et puis, donc, ce qui est important aussi, je pense, de noter, c'est que on ne base pas tout sur les potentialités, je dirais, des outils. Sachant que, bon, on l'a abordé aussi avec Anthony, mais il existerait, parce que c'est pas toujours évident en fonction des versions de Revit et de Navisworks, un outil qui permettrait de faire un aller-retour entre les deux. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est surtout de mettre en place les process de validation, même si c'est basé juste sur un rapport de détection de classe qui doit circuler. Je pense que l'important, c'est vraiment que la communication se fasse sur la base de quelque chose qui est identifié et qui est surtout tracé. Et donc, il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, les outils nous mettent à disposition des fonctionnalités qui nous permettent comment dire, d'assembler, de coordonner
et de vérifier, même d'éditer des rapports justement liés à cette vérification-là. Et que ce qui est important également, c'est toujours de ne pas perdre de vue que toutes ces choses-là, c'est-à-dire dès qu'il y a un document qui sort, que ce soit une maquette, un rapport, une fiche technique, peu importe, il faut que ça soit tracé. Et donc, quelque part, c'est là où la gestion, ou entre guillemets le workflow mis en place par rapport à ça est important. D'accord? Donc les NWD, comme dit Anthony, contiennent bien les annotations, contiennent bien les points de vue, mais disons que voilà, on va identifier l'endroit où ces fichiers vont être stockés, à quelle fréquence ils vont être, comment dire, à quelle fréquence ils vont être, comment dire, on va dire, édités, et puis qui a le droit de les annoter, etc., etc. Sachant que l'outil Navisource nous permet aussi d'identifier, par exemple, comme l'a dit Anthony, dans la détection de classe, ça nous permet déjà d'affecter des utilisateurs, et donc d'affecter un état aussi à ces caches, et donc du coup de pouvoir avoir un suivi en fonction de l'avancement du projet. À noter aussi qu'il existe une version de Navisworks entièrement gratuite, Oui. Navisworks Freedom, donc très important, ça peut permettre justement de visualiser les maquettes sans être équipé, encore une fois, de Revit ou d'une version de Navisworks. Par contre, là, vous n'aurez pas accès aux fonctions de détection de clash, c'est simplement de la visualisation des éléments, mais c'est ce qui est déjà pas mal. Donc avec justement les points de vue enregistrés, les animations, etc. Et puis à noter juste sur Freedom aussi, elle permet de lire et du NWD et du DWF si besoin. Donc voilà, par défaut, il va lire ces deux formats de fichiers. Ouais, il y a une question. Le gratuit. Il y a une question. Donc à ce niveau, parle-t-on d'échange entre modeleurs uniquement? La maîtrise d'œuvre est-elle dans le processus dans le cadre d'une validation de synthèse globale? Parle-t-on d'échange entre les modeleurs uniquement? Non, là, en fait, c'est plus un échange entre entre modeleurs, c'est possible. Mais c'est plus un échange, je pense, entre la partie de validation du projet, donc entre les directeurs techniques, les chefs de projet, les ingénieurs éventuellement. C'est un échange qui peut se faire à tous les niveaux, hein. Par contre, la maîtrise d'œuvre est-elle dans le processus dans le cadre d'une validation de synthèse globale? C'est pas le sujet, je dirais, de ce qu'on vient d'aborder. Aujourd'hui, enfin là, de ce qu'on vient d'aborder, c'est vraiment en interne. Après, la synthèse globale, je pense qu'elle sort un petit peu de ce processus interne, et on peut un peu transposer comment dire, la logique sur un processus. Donc pour l'instant, on parle vraiment d'une collaboration en interne, donc d'un moyen d'optimiser la production, la validation et la coordination en interne. Et après, on parlera juste après de ce qui se passe finalement en externe. Ok. Oui, ok. Ok, bah justement, donc là c'est le sujet. Siam, je vais te laisser. Hop, j'ai perdu le. Tu vois la diapo? Voilà, c'est bon. Ouais. Donc je reprends juste la main, mais alors disons qu'on n'a pas, on n'est pas trop rentré dans le détail sur la collaboration externe parce que c'est quelque chose qu'on a abordé beaucoup. Mais ce qui est important sur la collaboration avec les partenaires extérieurs. Donc là, du coup, là on va, en fait, ce qu'on veut dire par là en réalité, c'est que c'est pas parce que vous êtes dans un process BIM avec une maîtrise d'œuvre ou une maîtrise d'ouvrage d'ailleurs, ou une entreprise, que vous ne pouvez pas, en fait, dès à présent, mettre en place chez vous ce qu'on a appelé un micro-BIM, d'accord, ou un BIM interne ou une organisation interne. C'est-à-dire que ça va faciliter d'autant plus la collaboration avec les autres partenaires. Donc, une fois que vous avez monté votre maquette pluridisciplinaire au niveau du bureau d'études techniques en interne, je dirais que le fait d'aller collaborer avec les autres partenaires, ça va être plus simplifié puisque vous aurez déjà mis en place quelque chose qui tient la route, entre guillemets. Dans l'idéal, vous allez voir un petit bonhomme vert à côté du bureau d'études techniques, enfin un petit bonhomme qui, dans l'idéal, c'est vrai que si on a l'intervention d'un BIM manager sur l'ensemble du projet, c'est d'avoir un intervenant
au sein du bureau d'études techniques qui soit vraiment l'intervenant unique du BIM manager. Donc c'est lui qui va être garant de la coordination de votre modèle avec le process BIM global. Donc ça veut dire que vous allez justement déposer les modèles tels qu'on vous les a demandés, à la fréquence qu'on vous les a demandés, etc., etc. Et donc du coup, ça va faciliter aussi donc votre collaboration avec les acteurs extérieurs qui sont les autres intervenants. Donc là, bon, exhaustives, mais qui vont être là justement pour alimenter de leur côté la maquette ou alimenter, je dirais, le serveur BIM et qui vont vous permettre aussi de vous coordonner. Donc en termes de, juste pour revenir sur la coordination et la synthèse, donc à ce moment-là, si on est sur la synthèse du projet, alors bien sûr, en fonction de la mission qui est affectée à chacun, et bien normalement la mission de synthèse, elle se trouve ou à l'extérieur, de toute façon, elle se retrouvera à l'extérieur. Il faut qu'elle soit identifiée dans le process, même si elle est entre vos mains, puisqu'on va quand même avoir des modèles spécifiques pour la synthèse. Par exemple, on vous dire un modèle que va assembler le BIM manager pour faire juste de la détection de clash ou pour regarder si la maquette est correctement positionnée, correctement nommée, correctement modélisée. Ça ne va pas être le même modèle qui va servir à la synthèse. Donc du coup, on va établir des modèles spécifiques à la synthèse qui, eux, seront de toute façon dépendants des modèles qui seront livrés par chacun des intervenants. Donc en fait, quelque part, ce qu'on vient de dire, c'est que voilà, mettre en place un BIM en interne est déjà une première étape, même si vous n'êtes pas engagé dans un process BIM global. Donc une fois que c'est mis en place, le process BIM global, je veux bien que tu passes à la prochaine, Anthony, s'il te plaît. Une fois que vous êtes en place, je pense que vous avez mis ça en place, vous serez capable finalement de coller à un plan d'exécution BIM qui, lui, vous oblige, oui, enfin, voilà, vous invite, il peut vous obliger de temps en temps, mais vous invite quand même à respecter les règles de modélisation, on en a parlé, donc tout ce qui est niveau de détail par phase, tout ce qui est nomenclature des fichiers et des familles, tout ce qui est contour de modélisation. Donc quand on parle de contour de modélisation, c'est vrai qu'il est plus facilement gérable aujourd'hui dans un BIM niveau 2, puisque je ne l'ai juste pas mentionné, mais aujourd'hui, ça va vite évoluer, hein, mais aujourd'hui en tout cas, le BIM niveau 3, il est plutôt au sein des bureaux d'études, et puis le BIM niveau, quand on passe en collaboration pluridisciplinaire et multimétier avec d'autres partenaires, c'est vrai qu'on passe en niveau 2, puisqu'on est sur quelque chose d'asynchrone. Mais ça ne nous empêche pas modélise quoi et quand. Donc ça, c'est très important. Il faut respecter ces contours de modélisation, il faut respecter les délais, il faut juste mentionner la gestion de la 2D et des informations qui sont ce modèle, donc je ne sais pas, moi, tout ce qui est fiche d'incident, rapport lié aux problématiques du modèle, comme on parlait tout à l'heure, suivi de détection de clash, etc. Donc tout ce qui est DWG, enfin DWG, enfin 2D, donc DWG, DXF ou autre format qui va venir finalement se greffer à la maquette, hein, puisqu'on en a encore besoin. Voilà, donc du coup, on va gérer ceci, je dirais, de cette manière-là. Donc, ce qu'on va appeler le macro-BIM et la collaboration avec les partenaires, c'est vraiment finalement le fait de livrer votre modèle dans un process, de respecter, je dirais, les règles de modélisation, d'être conscient du fait que vos modèles on a besoin de vos modèles pour travailler. Les règles qui sont émises par le manager en disant bon voilà, on n'a pas besoin de voir vos DWG dans les modèles que vous livrez, etc. Peut-être qu'à l'intérieur du bureau d'études, vous allez travailler en sous-projet, donc dans Revit, en travaillant en BIM niveau 3, mais peut-être que le BIM manager va vous demander de livrer les fichiers de manière séparée, c'est-à-dire que de séparer la plomberie des CVC, de l'ELEC, etc. Donc du coup, voilà. Et puis bien sûr, il y aura toutes les modalités de contrôle des modèles, qui va venir coller au vôtre, et puis qui va venir coller au vôtre, et puis qui va
qui va un petit peu guider votre modélisation, mais toujours dans, c'est-à-dire qui peut-être n'impactera pas votre organisation et qui impactera juste votre mode de diffusion. Voilà, je pense que... J'ai les questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis... J'ai un peu d'écho. Ouais, ça peut être quelquefois. Ah. Alors, les questions. Alors. Est-ce que la maquette numérique est exportable sur des logiciels de STD? Ça, c'est pour toi. Simulation thermique dynamique. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Enfin, il y a le format XML, vous devez connaître, je suppose, qui permet l'interopérabilité entre par exemple, des logiciels comme Revit et des plugins ou des logiciels à part entière qui vous permettent, oui, de pratiquer des études de simulation thermique dynamique. Au même titre que des bilans thermiques, c'est tout à fait c'est justement l'intérêt. On va pouvoir simuler plusieurs scénarios en fonction des éléments installés dans la maquette. C'est justement l'intérêt du BIM, entre guillemets. Vous pensez peut-être à un logiciel en particulier pour la simulation thermique dynamique? Si vous utilisez par exemple ClimaWin, je sais qu'il se greffe parfaitement dans Revit. Hein, c'est une interface à part entière. Enfin, ça vient se greffer en tant que plugin dans Revit et il récupère les éléments, les propriétés thermiques des murs par exemple. On va pouvoir effectuer un bilan thermique très facilement. Voilà. Vous avez d'autres questions sur l'ensemble des points qu'on vient d'aborder? Je crois que c'est tout. Non, je pense, ouais. Ah. Ouais, c'est ça. Donc les prochains rendez-vous, donc les prochains webinaires, si Anne, tu veux peut-être en... Oui, je peux en parler si tu veux. Donc on a les prochaines webcasts, on en avait parlé la semaine dernière, mais on en reparle encore. Donc il y a InfraWorks qui est un logiciel de modélisation qui rentre dans un process BIM qui est plutôt comment dire, dédié à l'infrastructure. Donc ça sera présenté donc le 6/11/2015. Hein, donc là, enfin, vous aurez plus d'informations pour ceux qui s'y intéressent. Pareil, donc le 20 novembre, on aura donc la webinaire dédié à Civil 3D. Donc ça aussi c'est très intéressant puisque c'est le logiciel de modélisation d'infrastructure. Et enfin, on reprendra plus en détail en réalité le processus BIM pour l'ingénierie MEP, qui sera plutôt orienté sur les workflows précis autour des suites building Autodesk. Hein. Donc on va aller un peu plus dans le détail hein, avec Anthony sur vraiment comment on va mettre à profit finalement une suite Autodesk qui est équipée de Revit, de Navisworks et potentiellement peut-être d'autres solutions sur AutoCAD et autres. Enfin, on en parlera. Donc ça c'est fixé au 4 décembre. Et puis Anthony, à la suite, donc on a la journée du 24, voilà, donc on vous invite chez nous encore une fois le 24 novembre dans nos locaux au 14e. On aura beaucoup d'invités qui seront vraiment, enfin le thème de la journée c'est vraiment d'inviter nos clients et certains experts à discuter de leurs propres expériences autour du BIM, hein, concluantes ou un peu plus difficiles. Enfin le but vraiment c'est que ils vous fassent part un petit peu de comment eux-mêmes se sont appropriés le sujet en fonction de leur métier, en fonction de leurs propres problématiques. Donc voilà, ça va être assez intéressant puisque ensuite on va les mettre
autour de tables rondes et on va tous discuter un petit peu ensemble autour de ces sujets-là. Donc ça se passe toute la journée, le 24 novembre, à Paris, en nos locaux. Je crois que y a une question. Nous n'avons pas reçu les invitations pour les dates du 20 novembre et du 4 décembre. Donc ça, il faut voir. Oui, ça va partir. On va mettre la pression, vous allez les recevoir. Sont activés. Est-ce que le 24 c'est payant ou c'est gratuit? Oh, c'est une très très bonne question. Mais bien sûr que c'est gratuit. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez. Il n'y a pas de problème, on vous invite. D'accord, donc venez avec plaisir. Et pour ce qui concerne les webinaires prochaines, l'invitation partira mardi prochain. Voilà. Donc je ne manquerai pas de vous les transmettre directement. Voilà, bah merci Frédéric. Donc voilà, merci de votre attention. Donc on se retrouvera, nous, pour en ce qui me concerne, le 4 décembre. Siam, tu veux peut-être ajouter Bah oui, on te retrouvera aussi le 24 novembre, on te verra en chair et en os. Donc oui, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Bah, j'espère que ça a été utile pour tout le monde. Et bah, écoutez, à la prochaine, hein, donc à très bientôt chez nous ou via la prochaine podcast. J'ai une question, si on peut avoir les vidéos présentées. Donc oui, les vidéos sont enregistrées. Le support qui a été présenté, donc la présentation PowerPoint et l'enregistrement de la vidéo, de la session. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.